Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour la nouvelle session de Média Pionnier. Donc je vous laisse le temps de vous installer, d'ajuster votre casque, votre, vos écouteurs, pour cette, nouvelle discussion. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, Jean-Nicolas Bailey, mais avant tout, je vais vous laisser le temps de vous installer tranquillement. Donc effectivement, le thème, hein, réussir sa transformation numérique du limbo au rebond gagnant. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir, d'accueillir, Jean-Nicolas Bailey, directeur général du groupe, La Dépêche du Midi. Bonjour Jean-Nicolas. Bonjour David. Donc effectivement, est-ce que, dans un premier temps, tu pourrais, te présenter, présenter, ton parcours et te présenter, pour qu'on puisse un peu mieux te connaître? Bien sûr, avec plaisir. Alors moi, je suis Jean-Nicolas Baillet, donc je suis directeur général du groupe La Dépêche du Midi depuis une quinzaine d'années. Le groupe La Dépêche du Midi est une entreprise familiale qui va fêter cette année ses 155 ans, qui évolue dans le sud-ouest de la France, où le siège est à Toulouse. Et nous sommes une maison qui est une spécificité dans le milieu de la presse nationale, puisque nous sommes une maison qui est indépendante depuis son origine. Et cette indépendance, bien sûr, au-delà d'être un vœu et une de nos valeurs fortes, c'est surtout quelque chose qu'on a gagné après année, parce qu'en fait, pour être indépendant, il n'y a pas de secret, c'est comme dans la vie personnelle, il faut être rentable. Et donc, nous le sommes, et je pense que cette recherche constante de l'indépendance nous a mené à prendre des décisions parfois difficiles, mais à aussi pousser l'innovation lorsqu'il le fallait. Et voilà, donc j'ai plaisir à être avec toi, avec vous tous, et à échanger avec toi autour de ces sujets-là. Très bien. Donc on va attaquer par le vif du sujet, hein, tout de suite, le parcours de la transformation, numérique, de ton groupe, du groupe La Dépêche du Midi. Ce que j'ai beaucoup apprécié finalement dans nos premiers échanges, c'était l'image que tu avais pris, du limbo. Alors je rappelle ce qu'est le limbo, hein, une danse, un défi finalement qu'on se lance à vouloir passer, sous la barre avant de pouvoir se redresser. Donc justement, voilà, sans la faire tomber, bien évidemment. Alors, justement, cet exercice, comment vous l'avez vécu et qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous? Ouais, alors d'abord pour bien expliquer le limbo, comme tu l'as justement expliqué, le limbo c'est un jeu assez simpliste que tout le monde connaît où on tend un bâton et où il faut se baisser pour passer en dessous avant de se relever, sans toucher le bâton, mais aussi et surtout sans tomber. Et c'est ça la difficulté de ce jeu. Et je trouve que en fait cette image se prête totalement aux défis auxquels nous avons été confrontés, nous médias, parce que en réalité, bah, il a fallu, à un moment donné dans notre existence, faire baisser nos structures, notamment en termes de coûts, parce que de l'autre côté, bah, le bâton descendait de plus en plus. Ce bâton, c'était nos revenus, et qu'il a fallu s'adapter pour ensuite retrouver de la croissance et être capable de se relever. Donc nous, comme l'ensemble de nos confrères, on a été confrontés à ça avec l'arrivée du numérique, qui a eu un effet dévastateur sur notre secteur. Et donc, bah, quelque part, effectivement, on a été obligé de laisser derrière nous, je pense, une forme d'appréhension romantique de ce qu'était notre histoire, avec toute la nostalgie que ça pouvait impliquer aussi, parce que pour le cas de la Dépêche, on est une entreprise qui, au moment où le numérique arrive, a 130 ans d'histoire. 130 ans d'histoire, c'est 130 ans de gouvernance, 130 ans de statut, 130 ans de process autour d'un mode de fonctionnement avec une seule mission, la création et la réalisation d'un journal papier. Et donc une entreprise qui fonctionne avec essentiellement des modes exécutoires qui doivent améliorer leur productivité en permanence, mais dans lequel l'innovation est totalement absente. Et donc en fait, quand le numérique arrive dans nos secteurs, ben, on fait ce que fait n'importe quel secteur ou n'importe quelle personne qui est confrontée à un changement. Dans un premier temps, il y a un refus. Il y a un refus de changer, un refus d'accepter ce qui est en train de se passer. Et ce qui est, voilà, on n'a pas envie de tuer cette nostalgie de temps où la presse fonctionnait très bien, où le temps réel n'existait pas, où il n'y avait qu'un seul format, qu'un seul support. Et donc, ça a été très difficile dans un premier temps de nous adapter à ça et de l'accepter tout simplement. On est vraiment dans un cas assez
classique de acceptation du changement et mise en œuvre du changement. Tout ça dans une forme d'urgence aussi, parce que le temps presse. Chaque année, on perdait des millions d'euros de chiffre d'affaires de par la baisse de nos revenus de diffusion et publicitaire. Et donc, il a fallu en même temps se restructurer et en même temps se développer. Donc, ce qu'on a dû laisser derrière nous, c'est probablement cette vision un peu nostalgique et un peu romantique du média qui était seul sur son territoire, qui fonctionnait sans concurrence, pour accepter la réalité de l'innovation permanente dans des logiques plus proches de celles de la start-up que de l'entreprise industrielle. Très bien. Et dans cette phase où effectivement, tu fais bien de le souligner, il faut pas faire tomber la barre, faut pas se renverser, mais après il faut pouvoir se redresser. Et dans cette étape nouvelle maintenant, c'est quoi, vos nouvelles ambitions? Qu'est-ce que ça permet de faire concrètement? L'ambition première, c'est de conserver et de retrouver un modèle économique sur notre cœur d'activité qui est le média. Je dirais, tu sais, je regarde souvent et je compare souvent avec ce qui s'est passé sur la musique en ligne. En fait, notre histoire, c'est la même que celle qui s'est passée sur la musique en ligne avant nous et qui est en train de se passer aujourd'hui sur la vidéo pour la télé. C'est-à-dire que, en fait, on était sur un modèle où on achetait de l'information sur un support dans un kiosque, comme sur la musique, on achetait une musique sur un CD qu'on allait acheter dans un magasin. Et puis aujourd'hui, on est abonné sur des plateformes numériques qui nous offrent un catalogue d'informations, comme sur la musique, on est abonné à des plateformes numériques qui nous offrent un catalogue musical. Et c'est exactement, si on y pense, ce qui est en train d'arriver sur la vidéo, où on achetait un film sur un DVD dans un magasin, et aujourd'hui, on est abonné à des plateformes. Donc, on a, après avoir passé en fait ce limbo, l'ambition, elle est vraiment de reconstituer un modèle économique sur notre média, notre cœur de métier, en acceptant cette réalité-là, qui est la nouvelle réalité du média. Le média aujourd'hui, il n'est plus monomédia, mais multimédia, c'est-à-dire qu'on n'est plus seulement dans l'écrit, mais on est dans l'écrit, l'audio et la vidéo, et c'est la réalité d'expression de nos rédactions. Il n'est plus monosupport ou monocanal, mais il est omnicanal, multisupport, c'est-à-dire que on était journal, aujourd'hui on est journal, site internet, application smartphone, mais aussi réseaux sociaux. Et puis il est plus monopériodicité, c'est-à-dire qu'on n'a plus l'activité seulement une fois par jour qui s'actualise, mais en temps réel. Et ça, c'est une nouvelle forme de faire l'information qui offre en même temps énormément de possibilités, ne serait-ce que l'arrivée de la vidéo change la donne quand on est un média qui plus est local, parce qu'on a des formes d'expression nouvelles, et donc ces ambitions, elles sont là, recréer vraiment ce modèle économique sur notre activité média, en même temps se développer sur cette omnicanalité, parce que chaque nouveau canal de diffusion de l'information est un nouveau combat qui a de nouvelles règles. Sur Internet, les règles ne sont pas les mêmes que dans les kiosques à journaux. Sur les réseaux sociaux, les règles de compétition ne sont pas les mêmes que sur les sites Internet. Donc on doit aussi s'adapter à cette réalité-là. Et enfin, les dernières ambitions dans notre groupe, c'est aussi de diversifier nos activités pour aller chercher des revenus complémentaires qui nous servent à maintenir et à soutenir notre modèle économique médiatique. Très bien. Et alors, quelle est la part finalement quand même de la culture print qu'on doit garder et qui est utile finalement pour réussir sa transformation numérique? Je crois que la culture print, que ce soit chez nous ou sur l'ensemble des médias, c'est une culture de qualité. C'est-à-dire que sur un certain aspect, bien sûr que quand on a 155 ans d'histoire, il y a des lourdeurs dans les process, mais il y a surtout un savoir-faire incroyable, une, euh, une, une volonté d'être honnête intellectuellement et de travailler dans la qualité, dans le fond, dans la qualité de la forme, dans la rigueur de l'information, dans le lien aussi qu'on construit avec nos lecteurs. Tout ça, c'est la culture print, parce que chaque jour, depuis 155 ans, on rentre dans les foyers de tous les lecteurs qui sont confrontés à nos marques et qui nourrissent un lien avec nos marques qui est très fort, qui est un lien presque familial. Et donc cette culture-là, cet engagement, ce besoin de ne pas décevoir et d'être au service de nos territoires, c'est ce qu'il y a de plus beau dans cette culture print. Et au fond, malgré le fait que la révolution du numérique, la révolution des réseaux sociaux apparaissent, on voit quand même
quand on regarde les classements d'audience, que ce soit sur Internet ou sur les sites web ou sur les réseaux sociaux, c'est toujours les médias traditionnels qui arrivent en tête parce que ce sont des gages de confiance dans un univers où on est constamment confronté aux fake news. C'est très important. Et ça s'est construit grâce à la culture print, grâce à notre histoire, grâce à une certaine façon de faire notre travail, encore une fois, dans la rigueur et la qualité. D'accord, et c'est ça finalement le dosage, le bon dosage qu'il faut avoir entre son passé, son héritage et puis un peu l'esprit start-up, en tout cas la rupture que vous voulez mettre en place? Oui, alors c'est la théorie, hein, c'est-à-dire que théoriquement, tu connais, on a eu la chance de travailler ensemble sur certains sujets. C'est très difficile de se dire on garde le meilleur de tout, c'est-à-dire en même temps, on veut travailler en restant avec la qualité qui nous engage, en même temps, on doit s'adapter aux nouvelles technologies, à l'intelligence artificielle, aux nouveaux formats, aux nouveaux usages, pour en fait être capable de proposer à nos lecteurs et à nos territoires le meilleur partout. Et au fond, c'est ça la difficulté. Parce que D'accord. c'est un dosage, comme tu le dis, qui théoriquement est intelligible et compréhensible, mais qui dans la pratique change sacrément la donne. Et donc, c'est ce que nous essayons de faire. On y arrive plutôt pas mal parce que quand on regarde aujourd'hui nos scores d'audience, la dépêche dans le top 10 des médias français. Quand on cumule l'ensemble de nos audiences, on est le quatrième groupe de médias en France, donc on y arrive bien. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut s'adapter en permanence et c'est là où le travail des équipes de la Dépêche et du groupe La Dépêche en général a été très prolifique parce qu'on a réussi à en même temps assumer ce passé industriel, ce passé euh, euh, de la culture print, comme tu l'as appelé, et en même temps épouser les savoir-faire des nouvelles technologies et des méthodes d'agilité des startups. Excellent. Alors justement, on va parler de l'avenir maintenant. Alors l'avenir est-elle selon toi Allô, dans David, est-ce l'info? que je t'ai perdu? Ah! Ah, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que c'est revenu? Est-ce que le son est revenu? Est-ce que le son est Oui, revenu? Est-ce que tu m'entends, Jean? Oui? je t'ai récupéré. Ah, tant mieux, Oui, tant mieux. c'est Donc bon, je est-ce t'entends. que parfait. Est-ce que pour toi l'avenir, est dans l'info ou dans le fait d'avoir de l'influence? C'est-à-dire, d'accompagner, aider, faire grandir sa communauté, mieux vivre son territoire, voilà. Info, influence, comment tu vois et comment vous voyez les choses? Quand on parle de marque média que ce soit d'ailleurs en PQR ou en PQN, je pense que l'un est vraiment consubstantiel de l'autre. C'est-à-dire que l'influence, ça n'a rien de nouveau pour nos médias. On sait que ce sont des marques fortes, on sait qu'on est capable de faire bouger les montagnes sur certaines problématiques qui touchent au développement des territoires. Par exemple, nous, on est très engagés sur la ligne de TGV qui doit arriver dans notre région et on fait en sorte de remettre très régulièrement ce sujet sur le dessus de la pile pour que personne ne nous oublie. Et donc là, on a conscience totalement de notre rôle de média influence. Et puis en même temps, l'information, c'est notre ADN, c'est notre cœur, notre raison d'être, je dirais. On est là pour informer les gens de ce qui se passe chez eux, dans le monde, dans leur pays, mais aussi et avant tout chez eux, autour de chez eux. Donc l'un est vraiment consubstantiel de l'autre. Je crois que c'est important de l'assumer. On parle beaucoup d'influence parce que c'est un des KPI phares du monde de la communication et de la publicité, qui est quand même notre deuxième pilier et notre deuxième source de revenus. Donc c'est sûr que cette influence est importante. Mais au nom de l'influence, il faut surtout pas perdre l'ADN qui fait la force et la confiance de nos lecteurs depuis le départ. Mais encore une fois, l'un est vraiment consubstantiel de l'autre dans nos médias, et ce depuis des décennies. Très bien. Alors toute cette transformation finalement, il y a des changements un peu, défensifs, mais comment on passe du défensif à la conquête du numérique? C'est quoi ce qui fait qu'est-ce qui fait la différence? Je crois qu'il fait la différence, c'est l'adaptabilité. C'est au fond, encore une fois, je disais, on est issu d'une vieille industrie qui vivait des cycles de Kondratiev, hein, c'est-à-dire que les nouveautés arrivaient tous les 25 ans au fond d'une modernisation industrielle de nos rotatives, de nos machines, l'informatisation et tout ça, c'était des structures et des modes de fonctionnement très longs. Et aujourd'hui, on doit accepter d'être dans un monde qui est
qui vit avec une forme d'instabilité et donc s'adapter en permanence. Et c'est la difficulté, parce que, encore une fois, la nature humaine n'aime pas nécessairement le changement. Non pas que nous sommes des êtres ennuyeux, mais je veux dire, c'est par le confort fait que l'homme, enfin la femme et l'homme avec un grand H, a ses habitudes. Le matin, on fait tous toujours la même chose, le même rituel. Non pas qu'on est ennuyeux, mais ça nous permet de pas réfléchir. Et au fond, quand on a compris ça, on comprend Mmh. pourquoi la nature humaine a du mal avec le changement, parce que ça nous sort de notre zone de confort. Et cette réalité-là qu'on s'applique à nous-mêmes dans notre quotidien, elle existe aussi dans le monde de l'entreprise avec cette forme d'inertie. Donc les stratégies de défense, elles sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre que les stratégies offensives qui impliquent ce changement, qui impliquent aussi quelque part un acte de foi. Parce que quand on voit arriver le numérique, si on se remet dans les années 2000-2010, au fond, à ce moment-là, l'ensemble des médias a regardé un peu passer le train. Je rappelle que dans les médias français, il y avait une presse qui était très forte, qui était la presse de petites annonces. C'était très fort et c'était formidable comme modèle économique. Et un acteur est arrivé, Le Bon Coin, il a dit bah maintenant tout ça va être gratuit. Aucun des médias français n'a accepté cette réalité-là. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve 25 ans après, il n'y a plus de presse annonce gratuite. Et puis, les sites, le Bon Coin a pris tout ce marché-là. Donc, je crois que il ne faut pas refuser l'innovation, il faut l'accepter, il faut être offensif. Parfois, il faut accepter de fonctionner aussi sur un acte de foi. Moi, je me souviens quand je suis arrivé dans ce groupe et que j'ai dit qu'il fallait foncer sur le digital, qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. À ce moment-là, la monétisation sur le digital, elle était quasiment nulle. Donc, c'était une forme d'acte de foi. Voilà, donc c'est aussi l'engagement de dirigeants, c'est la prise de risque des entrepreneurs. Mais sans ça, on passe à côté des trains et on rate la suite. Donc voilà. Donc je pense effectivement Comment que les stratégies offensives sont nécessaires. Très bien. Alors justement ce changement de mentalité, qu'est-ce qu'on doit changer comme, indicateurs clés à suivre? Quels sont finalement, les indicateurs qu'on doit abandonner et quels sont ceux qu'on doit au contraire, sur lesquels on doit miser et suivre de près dans ce nouvel environnement? Bah, je crois que dans les 10-15 dernières années, on s'est beaucoup appliqué à suivre tout ce qui était visiteur unique, page vue, visite. Ce sont des indicateurs qui ont un peu vieilli, surtout à l'heure des réseaux sociaux, même si bien sûr que les visites, c'est toujours important de regarder la réalité de visite des audiences de nos sites, nonobstant le fait que maintenant ça se monétise. Donc c'est important, mais c'est vrai que quand on est sur la branche réseaux sociaux, on parlait d'influence tout à l'heure. Il y a des KPI nouveaux qui sont apparus, comme l'engagement, comme l'engagement. Bah, si je m'arrête sur l'engagement, c'est quelque chose de très fort. On peut avoir des millions de followers. Si en réalité on a une audience qui est très peu engagée avec notre marque, bah, c'est pas très utile d'un point de vue information, mais aussi d'un point de vue publicitaire, parce que la réalité, c'est que les gens nous suivent, mais nous ne regardent pas. Donc, voilà, donc il faut s'adapter aussi à ces réalités-là, parce que ce sont les nouvelles donnes. Voilà, on voit l'usage qui évolue énormément sur les écrans de télé. Aujourd'hui, plus de 50% des visionnages sur écran de télé, c'est YouTube. Ça aussi, ça interpelle parce que c'est des formats qui sont différents de ce qu'on peut voir sur la télé traditionnelle. C'est aussi des formats différents de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, il faut aussi accepter et s'adapter à ça. Je crois que dans les KPI, de toute façon, il y en a toujours des nouveaux. Il faut aussi que nos médias s'investissent sur ce sujet-là pour créer leur KPI. Et on a une forme de pédagogie à faire à la fois auprès de nos lecteurs, mais aussi et surtout auprès de nos annonceurs sur ces sujets-là. Parce que, encore une fois, un média, c'est un support d'influence, c'est un support sur lequel il y a des contenus qui sont des contenus sérieux et de qualité. Donc, ça ne peut pas fonctionner de la même façon ou avec les mêmes KPI que des vidéos de 5 secondes qu'on voit sur TikTok et qu'on swipe de façon très rapide. Et ça, il faut l'expliquer, il faut l'argumenter, parce que la pire des choses, c'est de se faire dicter des règles par d'autres. Voilà. Et là, je crois que nous, médias, on a un vrai rôle à jouer là-dessus.
D'accord. Et alors, justement dans cette nouvelle relation avec l'audience et le lecteur, la nouvelle relation beaucoup plus personnalisée que vous souhaitez construire avec eux, comme voilà, dans quel axe, vous allez? Sachant que notamment, bah, on voit, hein, on est désormais dans un monde post, search, le SEO, voilà, ça change profondément et dans cet environnement, c'est quoi cette relation, cette nouvelle relation que tu entends construire avec le lecteur? Au fond, c'est une relation qui est, et c'est la magie des outils numériques, c'est une relation qui est, comment dire, qui fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on avait quand même, on était issu d'un héritage où on mettait de l'info sur nos supports, sur nos journaux, on publiait cette info et on n'avait pas de retour. Et en fait, le lecteur, d'eux aussi, et c'est ce qu'il y a du bon dans l'industrie des réseaux sociaux, est plus habitué maintenant à échanger, à avoir des feedbacks, des retours, à dialoguer aussi avec son média, à lui demander des conseils, à lui demander de l'aide sur certains sujets. Et donc, on a une relation, quelque part, et c'est le paradoxe, qui s'est encore plus renforcée. C'est-à-dire que quand on cumule aujourd'hui l'ensemble de nos audiences, à la fois print et digital, en fait, on n'a jamais été autant lu, donc on n'a jamais été autant au cœur de nos cités. Et cette relation, je trouve qu'elle s'est renforcée, avec aussi le caractère exacerbé que peut avoir une société qui, sur certains aspects, donne dans la violence ou si je devais le dire de façon plus positive, la passion avec tout ce qu'elle peut générer de positif ou de négatif. Il faut l'accepter aussi, il faut jouer notre rôle parce que je crois que nos lecteurs attendent de nous qu'on soit quelque part le gage de la vérité en lui donnant les clés de Mmh. compréhension. C'est notre ambition, c'est notre intention et on essaye de le faire. C'est pas facile tous les jours parce que je rappelle que les médias sont faits par des hommes et des femmes et l'erreur est humaine. Donc, mais de façon générale, je pense que si on a toujours autant d'abonnés, autant d'audience, c'est que quelque part, ben, on arrive bien à faire cet enjeu-là. Et cette nouvelle relation, je trouve qu'elle est belle, je trouve qu'elle est intéressante. Je trouve aussi que là où on était limité par nos supports papier, les supports digitaux et les réseaux sociaux nous ouvrent de nouveaux formats. La vidéo nous ouvre des nouveaux formats, des nouveaux sujets de discussion avec nos lecteurs. Nous, on a pris un angle éditorial sur nos réseaux sociaux qui est très orienté sur notre communauté. On lui donne très souvent la parole. On essaye de faire sortir ce qu'il y a de plus beau de notre région. Et ça marche bien, il y a une belle réactivité. En un an, on est passé de 0 à 70 millions de vidéos vues sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, donc je trouve ça très intéressant de voir quelque part que bah, quand on s'adresse de façon correcte et cohérente à une communauté, elle réagit et au fond, elle revient Mmh. toujours autour de notre marque. Et ça, peu importe l'âge qu'elle est, c'est-à-dire que même les jeunes générations, Bien sûr. historiquement, on disait les jeunes ne lisent pas la PQR, sauf que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils nous consomment sur les réseaux sociaux et qu'ils sont très engagés. Voilà, donc c'est intéressant de voir ça. Et c'est magnifique quelque part, presque émouvant. Et oui, et alors justement, comment vous suivez cet impact, ce nouvel impact que vous avez? Comment, voilà, sur cette nouvelle vie, numérique, comment vous suivez cet impact-là? De diverses façons, parce que d'abord, un indicateur très clair, c'est l'indicateur des ventes et des audiences. Ah, je pense que contrairement à la radio ou à la télé, chez nous, le lecteur qui n'est pas satisfait de notre travail, il ne nous achète plus ou il ne nous lit plus. Donc quand on voit ces audiences et ces abonnements progresser, ben, on se dit que quelque part, on fait bien notre boulot et que le lecteur s'y retrouve. Encore une fois, j'insiste, c'est un acte d'engagement fort quand même de s'abonner à un journal. C'est pas comme, sans aucun dénigrement, mais allumer sa télé ou allumer sa radio, c'est facile. S'abonner à un journal, c'est un acte d'engagement très fort. Donc on le mesure déjà comme ça. Et puis ensuite, on est très à l'écoute de nos secteurs, de nos lecteurs et de nos territoires. C'est l'avantage aussi de vivre sur les territoires où nous diffusons. C'est qu'on est confronté tous les jours à la réalité des gens d'ici. Et donc, on a des retours tous les jours là-dessus que nous mesurons par diverses études ou tout simplement en se déplaçant dans la rue, parce que c'est aussi ce qui est formidable, hein, c'est que les notoriétés de nos marques sont très fortes. Hein, on est au-dessus des 99,9% sur nos territoires. Donc, ça nous permet de, quand on dit la dépêche à Toulouse ou dans la région, forcément, ça crée tout de suite une réaction et tout le monde a toujours une anecdote avec le titre.
Et ça, c'est voilà, c'est la plus belle des récompenses au fond, surtout quand ces anecdotes sont positives. Oui et oui, parce que vous êtes, voilà, vous partagez la vie finalement. Il y a des tranches de vie, que vous partagez avec les lecteurs, quelle que soit la génération, hein, 80, 50, 20 ans, enfin vous avez, des histoires du vécu. Alors justement, Bien sûr, par on a du rapport à, vécu et puis on a des pardon, vas-y, je t'en prie. non, non, vas-y, vas-y, du vécu. Du vécu et des dossiers, en fait, des choses sur lesquelles Mmh mh. Mmh. on agit pour te faire sourire. Mais moi, j'aime bien ce genre d'exemple. Ça m'est arrivé de régler un conflit entre une dame et son cuisiniste. Voilà, parce que cette dame m'a Mmh. écrit en disant, écoutez, voilà, je trouve pas de solution, mon cuisiniste me répond pas, il veut pas installer ma cuisine. Et ça m'a marqué parce que je me souviens la fin de son courrier, Eh oui. c'était vous êtes mon dernier espoir avant Julien Courbet. Donc je me disais dans la liste de la hiérarchisation des secours, on se situe juste avant Julien Courbet. Et donc voilà, Bon, parfois il suffit d'un courrier en disant bah, cher monsieur, tout à madame, fait. madame nous a sollicité sur ce sujet-là, et puis tout d'un coup le sujet se règle. Et au fond, bah, on se sent utile. Voilà. Ah oui, ah bah, c'est la force d'un média de proximité. Alors justement, tu as bien expliqué toute cette transformation. Quels sont encore, selon toi, les freins, qui restent? Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y a voilà, qu'est-ce que tu perçois finalement, en voilà, dans cette organisation qu'il faut continuellement changer? Quels sont encore les freins à faire lever à lever? Je pense que, encore une fois, la difficulté, c'est ce changement permanent auquel on est confronté, ce besoin et cette nécessité d'être dans l'agilité, mais aussi dans l'autocritique permanente, parce qu'on va tenter quelque chose. Nous, on a beaucoup développé le mode de fonctionnement test and learn avec des processus itératifs, mais c'est très difficile d'accepter quand on fait un test que bah, parfois ça fonctionne pas et de l'adapter et de renouveler, de recommencer. Faut être humble, il faut faire preuve de résilience, il faut faire preuve de beaucoup d'autocritique. Mais je crois que quand on accepte ça, quand on accepte aussi l'échec, parce que l'échec est quelque chose auquel nos sociétés, notamment la société française, acceptent assez mal l'échec, là où dans d'autres sociétés, comme les sociétés anglo-saxonnes, c'est beaucoup plus toléré et accepté. Moi, je dirais de façon un peu provocante, je dirais que je suis assez, je promeus l'échec parce que je considère que l'échec est une étape nécessaire sur le chemin du succès. Donc, on accepte de faire des erreurs, on accepte de se tromper parce qu'on sait très bien que, bah, à la fin, on sort toujours quelque chose de l'échec. On apprend plus de nos échecs que de nos succès. Et donc voilà, donc cette difficulté d'accepter ces changements-là, de tenter, parce que la remise en cause permanente, c'est vrai que c'est pas dans l'ADN de nos structures. Donc, c'est un peu aussi mon rôle, hein, souvent, d'arriver. Mmh. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup en responsabilisation et en autonomisation des équipes, mais de temps en temps, j'arrive un peu en aiguillant, ne serait-ce que pour Bien sûr. prendre un peu de recul, de hauteur et dire aux équipes, voilà, est-ce que vous êtes sûr que ça marche? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons qui pourraient faire en sorte que ça marche mieux? À l'ère de l'IA, c'est une remise en Mmh. cause permanente là-dessus, et donc ça aide beaucoup. Bien sûr. Alors maintenant, je vais te faire un cadeau, Jean-Nicolas, pour en apprendre encore un peu plus, sur toi et sur, le groupe, sur cette transformation. Si, tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais finalement sur les 2 dernières années de transformation, hein? Mais qu'est-ce que tu ferais autrement? Qu'est-ce que tu, voilà, changerais radicalement? Écoute, sur les 2 dernières années, c'est peut-être un peu court, mais si je prends sur les 15 dernières années, moi, tu sais, j'ai beaucoup appris sur le changement, et sur le besoin. Je crois que j'ai fait des erreurs au début pensant que, en fait, le changement, c'était évident. Mais moi, j'appartiens à une génération qui n'a pas connu la nostalgie du métier passé. Donc, en fait, c'était plus facile pour moi de changer que ceux qui l'ont connu. Donc, certainement que je ferai différemment. Je crois que le changement, ça doit d'abord s'accepter. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que la discussion. Ensuite, s'organiser, parce qu'on ne change pas comme ça d'un claquement de doigts. Face au changement, il y a des gens qui vont être plus rapides, d'autres qui vont être plus lents, et la majorité des gens sont ni rapides ni lents, mais ils vont à leur rythme. Et puis ensuite, ça doit se voir. Alors, un grand conseil que je peux donner, c'est que si vous mettez la même personne au même endroit, dans le même bureau, avec la même décoration, et que vous lui dites maintenant tu vas travailler différemment, ça marche pas. Parce Mmh que mh. en fait, ce changement-là, s'il se voit pas, ben on change pas. C'est comme ça, c'est la nature humaine qui est comme ça.
Et par contre, si ne serait-ce que vous changez le bureau d'orientation, bah, ça facilite le changement. Et ça, c'est très important de le comprendre. Pour faire changer les équipes, en fait, il faut changer l'environnement dans lequel ils sont. Tout doit changer. Et là-dessus, de ce point de vue-là, quelque chose qui a été très accélérateur pour nous, Mmh. c'est la période du Covid. Le Covid a été un accélérateur formidable parce qu'en fait, je vous donne un exemple très concret. Pendant des années, je me suis battu pour pouvoir faire du télétravail, travailler en mobilité et ma DSI bloquée sur le VPN et le côté itinérance pour des questions de faille de sécurité. Et ils avaient raison. Mais sauf que quand le Covid est arrivé par là, ben, on n'avait plus le choix. Et tout d'un coup, ça a été mis en place en une semaine et on n'est jamais revenu en arrière là-dessus. Voilà, donc il faut aussi savoir utiliser les opportunités que la vie nous présente pour orchestrer le changement. Voilà, les gens sont de bonne composition, les gens ont envie de progresser, ont envie d'apprendre. Il faut donner du sens. Je crois que c'est vraiment Oui, nécessaire, donner du sens à tout ça, surtout sur la jeune génération, qui est une génération qui est formidablement engagée pour le peu qu'elle ait du sens. Et voilà, et quand on y arrive, après, il faut capitaliser sur les petits succès qui mènent au moyen succès et qui mènent au gros succès. Et c'est comme ça qu'on s'en sort. Et puis, bien sûr, beaucoup de travail. bon. Bah, écoute, vraiment, je te sais très occupé et on tient les délais de 30 minutes, hein, mais, en tout cas, un grand, grand merci Jean-Nicolas pour cette discussion, cash et puis, véridique. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup, le discours que tu portes donc, merci encore pour cet échange et merci à tout le monde de nous avoir suivis, sur ce nouvel épisode de Médias Pionniers. Merci à toi, David. À bientôt. Merci, à bientôt.